Merci de vous informer sur Wolf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Dakar couvert de poussière. Cette situation est aussi notée sur toute l'étendue du territoire. Cette mauvaise qualité de l'air est nocive pour la santé des populations. Les médecins recommandent plus de vigilance et invitent les Sénégalais à porter des masques de protection. Grève de 48 heures décrétée ce mardi par le cadre unitaire des syndicats de la santé. Ils déplorent le mutisme des autorités étatiques face à leurs revendications. Ils menacent d'aller en grève s'ils ne trouvent pas gain de cause dans leurs revendications. Et puis la police de Louga vient de démanteler une bande de 12 voleurs. Cela fait suite à une enquête démarrée en fin 2019 suite à de nombreuses plaintes et déclarations de vol. Les Libyens ont également saisi de nombreux objets volés. L'actualité de nos frontières ainsi que la revue de la presse en ligne mettront terme à ce 20h qui démarre tout de suite. Merci de nous recevoir chez vous. Une couche dense de poussière a envahi ce mardi Dakar et de nombreuses autres localités du pays. Dans les rues de la capitale, voitures et piétons sont devenus méconnaissables. La météo commande plus de vigilance face à cette mauvaise qualité de l'air. Fadbintou Diouf, reportage. Les Dakarois se sont réveillés ce mardi avec une très mauvaise qualité de l'air accompagnée d'une tempête de poussière. Cette tempête de poussière n'est rien d'autre qu'un signe d'alerte. Il faut un retour vers Dieu, car cette situation n'est pas fortuite. Le climat n'est pas du tout favorable pour nous autres chauffeurs, mais comme nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de s'y adapter. Comme beaucoup de savants le prédisent, ce climat est un signe de malédiction. Ces images illustrent bien la situation actuelle dans la capitale et dans de nombreuses autres localités du pays. Des voitures méconnaissables, des piétons portant des masques. Pourtant, les choses ne font que commencer. D'après la NACIM, ce mauvais climat va rester jusqu'à mercredi soir. Les conducteurs et piétons doivent obligatoirement utiliser des masques pour se protéger. Je conseille à tout le monde de se munir de masques ou une bonne protection car la santé est primordiale. Mieux vaut prévenir que guérir. Ainsi, les Sénégalais vont devoir prendre le mal en patience. La météo recommande par ailleurs de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter des maladies comme l'asthme et d'allergie. Et la mauvaise qualité de l'air n'est pas sans conséquence sur la santé des populations, surtout des personnes âgées. Le pneumologue Dr Alignan conseille d'éviter les sorties inutiles, mais surtout de porter des masques de protection. Il est joint au téléphone par Aïcha Diarate. Cette poussière peut avoir un impact certain au niveau sanitaire, notamment au niveau oculaire et au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures. Et ça peut être responsable d'irritation au niveau laryngé, pharyngé et au niveau des bronches, responsable de tout et des difficultés respiratoires, surtout pour les personnes qui présentent une insuffisance respiratoire. Le principal conseil qu'on donne, c'est le confinement. Éviter les déplacements inutiles. La deuxième chose, c'est le port d'appareils de protection respiratoire, c'est-à-dire les masques. Éventuellement, si on n'en dispose pas, c'est de s'enturbaner, comme le font les Mauritaniens. Ensuite, de ne pas faire du sport en pareille période. Pour ceux qui présentent des difficultés respiratoires, d'aller consulter rapidement, et pour ceux qui sont suivis pour une insuffisance respiratoire, de suivre correctement les traitements. Et puis le cadre unitaire des syndicats de la santé pour une justice sociale a entamé ce mardi une grève de 48 heures. Ces syndicalistes soutiennent qu'ils n'ont pas d'interlocuteur et ils promettent d'ailleurs de poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Suivant le porte-parole Harouna Diop, il est interrogé par Hohandong. Son deuxième
plan d'action qui termine par un mouvement de 48 heures. Ce que nous regrettons d'ailleurs, mais on est obligé parce que c'est la loi qui nous le permet. Maintenant, c'est par suite de notre dépôt de plateforme revendicative qui est composé de plusieurs points, mais essentiellement de l'intégration des paramédicaux dans leur nouveau corps, ça veut dire les techniciens supérieurs et les infirmiers sages-femmes d'État. Maintenant, ils ont sorti les papiers, mais l'intégration tarde jusqu'à présent. Et donc, nous disons que nous exigeons l'intégration en passant par un examen blanc, comme ça s'est passé avec d'autres corps en extinction. L'autre point, c'est la généralisation de l'indemnité de représentation. Donc si tu prends un seul corps, tu lui donnes une indemnité de représentation en laissant les autres corps, c'est une discrimination et ça vraiment nous l'exigeons de l'État. L'autre problème, c'est la prime de risque qui est à 50 000. Nous demandons son augmentation à 100 000 francs et l'indexation au niveau des salaires pour que les gens qui sont partis à la retraite puissent bénéficier de cette prime de risque parce que les maladies contractées au niveau de la fonction vous suit jusqu'à la mort. C'est entre autres les problèmes. Il y a aussi le problème de financement des hôpitaux, le problème de paiement des dettes, le problème de l'application du statut des établissements publics de santé. Mais si nous sommes des syndicats, nous avons déposé un préavis, on ne nous a pas prêté nos oreilles attentives pour qu'on puisse discuter. Le résultat des courses, c'est d'appliquer ce que la loi nous permet de dire, c'est d'aller en grève. Et on a respecté les procédures pour aller en mouvement. On a commencé des négociations qui ont échoué, d'autant plus que la réunion du 5 est différente de la réunion du 18, ce que nous avons jugé anormal. Et donc je pense qu'à la sortie de ce plan d'action, nous allons faire une évaluation et maintenant on prendra les mesures qui s'imposent. Grève toujours, mais cette fois-ci des étudiants plutôt du centre de formation en santé de Kaolack. Ils déplorent les difficiles conditions d'études, le non-paiement de leurs bourses. Entre autres revendications, ils demandent à leur ministre de tutelle de réagir avant la semaine prochaine. Voici Salif Kamar, l'un d'entre eux. Il s'est entretenu avec Al-Hassan Ba. Si nous arrivons là, c'est par négligence de l'État, plus particulièrement au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parce qu'aujourd'hui, la formation au sein des établissements publics de santé n'est plus une formation de qualité. On oriente des étudiants, on les sélectionne par un concours qui est très sélectif, mais sans aucune mesure d'accompagnement. Les cours deviennent de plus en plus rares, à moins 2 cours par jour, voire même par semaine. Parce que depuis 2018 jusqu'à présent, les vacataires n'ont pas été payés. Et ces derniers ont jugé nécessaire de ne plus venir au CRFS, au sein des CRFS, et de dispenser leurs cours. Donc l'autre point essentiel, depuis le mois d'août jusqu'à présent, ça fait 8 mois d'arriéré que nous, au niveau des CRFS, on a reçu aucun centime. L'autre point essentiel, c'est jusqu'à présent, on n'arrive pas à proclamer les résultats de nos aînés sortants. Quand est-ce que nous, les 3e années de cette année-ci, quand est-ce qu'on va organiser donc nos examens? Avec tous ces problèmes, les administrations locaux sont en train également de nous asphyxier avec des décisions de dictature. Donc en grosso modo, nous lançons un appel au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et nous vous disons, monsieur le ministre, prenez vos dispositions et respectez les CRFS. Vos dispositions, c'est payer les enseignants dans les plus brefs délais, de nous payer nos bourses et de proclamer les résultats des 3e années sortants. Dans les semaines à venir, si vous ne faites pas quelque chose, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et puis un bref drame au quartier Garboumak dans la commune de Touba. Galassnian ouvrier a trouvé la mort au moment où il démolissait un bâtiment. Une partie de la bâtisse est affaissée sur lui, transféré à l'hôpital Namatou. L'ouvrier a succombé à ses blessures. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions avec Mamoudou Matarsar. Et parlant présent de tout à fait autre chose, les opérations de déguerpissement entamées par les autorités ne sont pas sans conséquences pour les municipalités. À Grand-Yoff, la mairie s'attend à une baisse des recettes après la démolition du marché du rond-point Liberté 6. Mamhadi Rifa, le reportage. Le déguerpissement de commerçants n'est pas sans conséquences pour les municipalités. À la mairie de Grand-Yoff, par exemple, la démolition du marché de Liberté 6 entraîne un important manque à gagner, selon Omar Niang. S'il y a déguerpissement, c'est des commerçants qu'on déguerpisse. Et c'est des commerçants qui payent régulièrement la taxe. Donc, bien sûr, il y aura répercussions au niveau des recettes. Ils payent la taxe journalière. C'est ce qu'on appelle duty. Duty, c'est la taxe journalière. Tables qui payent 150, d'autres payent, ça dépend de la dimension des tables. Le déguerpissement, ça va nous coûter peut-être entre
30 000 et 36 000. Parce que le collecteur qui était là-bas versait 36 000 par jour. C'est 36 000 par jour. Okay. C'est de l'argent. Les 10 jours, c'est 360 000. Cependant, des solutions sont à trouver. Bon, vous savez, les commerçants, peut-être ils vont quitter le rond-point, mais peut-être ils vont essayer d'aller se battre pour chercher ailleurs. Bon, souhaitons qu'ils restent au niveau des marchés. Parce qu'ils doivent aller dans les marchés. Parce que nous avons 2 marchés, et au niveau des marchés, il y a des places. Ils n'ont qu'à aller dans les marchés. C'est ça, quoi. C'est ce qu'on leur demande, qu'ils aillent dans les marchés. Nous avons passé à ça, nous avons une réunion demain. Par rapport à tous ces événements-là, nous allons en discuter et voir comment faire pour combler ce gap. On souhaite vraiment qu'on essaie de trouver, comme le maire l'a dit hier, trouver des solutions pour qu'on puisse les caser quelque part. Pour ce régisseur de recettes, les conséquences du déguerpissement vont s'étendre sur les patentes perçues. Malika, la démolition de plusieurs maisons au quartier Dialop-Digue, les victimes crient le désarroi et annoncent une lutte sans merci. Leur réaction se recueille dans ce Vox Pop réalisé par Théodore Semedo. Ce que nous réclamons, c'est tout simplement d'interpeller les autorités, n'est-ce pas? Parce que nous, on est toujours on ne veut pas créer le désordre. Mais ceux qui devaient veiller à l'ordre, ce sont eux qui sont en train de nous provoquer pour aller dans le sens du désordre. On est responsable, mais apparemment, ce qu'ils sont en train de faire, ce ne sont pas des actes de responsables. Donc nous, en tant qu'êtres humains, nous avons aussi des limites. En tant que des responsables de famille, nous avons des limites. Nous avons investi avec de l'argent licitement acquis. Nous l'avons investi et notre souhait, c'était tout simplement de se taper un habitat. L'État parle de programme de logement. Nous, on s'est débrouillé sans pour autant attendre le projet de l'État. Mais ils n'ont qu'à nous encadrer, mais pas laisser ce site ou bien pas prévoir ce site pour entre des gens qui sont déjà lotis. Sur les lieux, et j'ai vu que beaucoup de maisons avaient été démolies. Ce dont je suis sûr, je n'étais pas au courant. Les fautes qui ont été commises qu'il faut réparer, et on est capable de le faire, de saccager des biens de populations qui se sont sacrifiées pour construire leur maison. Et puis la police de Louga vient de démanteler une bande de voleurs. Ils sont au nombre de 12. Cela fait suite à une enquête démarrée en fin 2019 suite à de nombreuses plaintes et déclarations de vol. Les Libyens ont également saisi de nombreux objets volés. Voici Lat Dior Sall, chef de la sûreté urbaine de Louga, au micro de Makeré. Il s'agit d'une bande ou bien des bandes qui visitaient ces domiciles, soit en finition, soit finis, et qui sont sans occupants. Et de ces visites, les malfaiteurs, à des heures diurnes et même nocturnes, par rapport aux autres diurnes, nous avons constaté qu'ils se faisaient passer pour des déménageurs ou même pour des ouvriers, et pour dérober le matériel qui a été installé ou déposé sur les lieux. Et exploitant ce renseignement qui nous fait part d'un homme qui a été identifié comme premier suspect, avec l'aide des services de la Sonatel, nous avons pu identifier cette personne, sachant qu'il a été poursuivi à Dakar. Il avait quitté Dakar pour se rendre à Touba avant de revenir dans la ville. Dès son entrée dans la ville, il a été cueilli par les éléments. Entendu sommairement sur les faits, il avoue son forfait, tout en collaborant avec nous pour qu'on puisse se rendre à Dakar en compagnie des éléments de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar qui nous ont prêté main forte pour qu'on puisse interpeller les personnes qui sont pour le moment soupçonnées de recel ou bien de complicité. Et ce groupe, pour le moment, est au nombre de 11, plus le premier suspect. Et j'en profite de l'occasion pour dire aux populations de Louga, aujourd'hui, il n'est pas recommandé de construire une maison, d'y déposer des matériaux et des meubles de valeur et de les laisser sans occupant. C'est d'attirer également l'attention du voisinage, de les instruire pour qu'il y ait cette culture sécuritaire de dénonciation.
À Louga toujours, Serigne Moustapha Sy Al Amine invite les autorités étatiques et locales à faire plus d'efforts pour une bonne gestion des ordures. Dans la capitale du Niambour, le Gamou annuel dédié à Sokhna Astou Diankhacy, le marabout a déploré la présence des déchets dans les rues de la ville en Macaire. La question de l'insalubrité dans la commune de Louga constitue une véritable problématique, déplore Serigne Moustapha Sy Al Amine. Après avoir fait ce constat il y a de cela 3 ans lors de la cérémonie officielle du Gamou annuel de Sokhna Astou Sy, le religieux est revenu à la charge et n'a pas manqué de titiller les autorités locales. C'est ici que j'avais interpellé les populations de Louga sur la nécessité de rendre propre cette ville. C'était même avant que l'on ne parle de programme national de nettoiement. Je réitère mon appel à l'endroit des autorités locales, notamment à l'endroit du maire, pour la prise en charge de ce problème d'insalubrité dans la commune. Il faut reconnaître que Louga traîne du pied depuis la disparition de l'âge du Limbaï, paix à son âme. Je pense que l'héritage qu'il nous a laissé doit être perpétué en rendant propre la ville et qu'il y ait également des routes en bon état. La nécessité de disposer d'équipements adéquats pour une bonne gestion des ordures est aussi une urgence à Louga, selon toujours Serigne Moustapha Sy Al Amine. Je me tourne encore vers les autorités. Il faut qu'il y ait des équipements adéquats pour la collecte et le ramassage des ordures. À un certain moment, les charrettes ne peuvent plus faire le travail. Il faut aussi réfléchir sur des projets de transformation et de recyclage de ces déchets. Le recyclage, Serigne Moustapha Sy Al Amine, qui présidait la cérémonie officielle du Gamou annuel de Sokhna Astou Sy à Louga, a toutefois invité les populations à s'impliquer pour rendre propre la capitale du Niambour. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. La cité religieuse de Tiendou manque presque de tout. En plus d'un grave enclavement, cette localité du département de Mbacké ne dispose pas d'électricité, encore moins d'eau en qualité et en quantité. L'accès aux soins de santé y est aussi un sérieux problème. Doléances soulevées au cours, en marge plutôt, d'une ziara. Mamoudou Matarsa, reportage. La ziara annuelle de Tiendou dans la commune de Madina, département de Mbacké, a été une occasion pour les autorités religieuses de soulever les maux dont souffre la localité qui ne dispose pas d'électricité ni eau, encore moins de structures sanitaires et éducatives. Cheikh Sambaka. Le village de Tiendou ne dispose pas d'eau en quantité et en qualité. Il y a un seul puits qui date depuis 1960. Nous voulons un forage dans ce village, car notre objectif, c'est de développer la zone à travers l'agriculture. Les jeunes veulent faire des cultures contre-saison. Malheureusement, il n'y a pas d'eau. La localité ne dispose pas d'électricité. Nous avons aussi besoin de cases de santé, car les populations, pour se soigner, vont jusqu'à Madina. Le village n'a pas d'établissement scolaire. Les élèves tous les jours font plus de 5 km pour aller étudier dans les villages environnants. Nous sollicitons l'appui du président de la République Macky Sall. Nous voulons sortir de cette situation. L'insécurité aussi inquiète au plus haut point les notables de cette contrée nichée au cœur du Bawol. L'insécurité entre le sommet des populations du département de Mbacké. À chaque fois, des attaques et autres agressions sont notées dans la zone. C'est pourquoi nous interpellons les pouvoirs publics. Nous leur demandons de construire d'autres brigades de gendarmerie dans le département de Mbacké, mais aussi de renforcer les éléments de la brigade de Kayel pour qu'ils puissent vaincre définitivement l'insécurité dans la zone. Pour rappel, cette ziara annuelle est dédiée à Cheikh Atkhana Ibn Ahmed Fadal Ibn Atkhana Ibn Cheikhna Cheikh Sadibou. Chaque année, des milliers de fidèles viennent de tous les coins du Sénégal et de la cité religieuse de Nimzat en Mauritanie pour assister à cet événement religieux de la communauté Khadr du Bawol qui a pour parrain cette année le ministre de l'élevage Samba Ndiobène Ka.
Venu présider l'événement, Cheikh Atkhane a salué l'engagement et la détermination de Cheikh Sambaka qui a initié cet événement depuis 1992. nee na di sant Cheikh Sambaka Serif nee na yàlla la yàlla may li nga bëgg Serif nee na mënu laa fay mu ngi ñaan yàlla moomu képp ku fi ñëw yàlla faj sa aaju. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Ziara de Mam Astou Diankha à Léona Niassène, la 15e édition a servi de tribune à l'initiatrice de l'événement pour inviter les femmes à prendre exemple sur cette femme, mais aussi à revisiter la vie et l'œuvre de El Hadji Abdoulaye Niass, nous dit Al-Hassan Ba. La 15e édition de la Ziara dédiée à Mam Astou Diankha à Léona Niassène avec Zaïda Ndeye Aïda, fille de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass Baye, initiatrice de l'événement, revient sur son importance. Cette journée est dédiée à Mam Astou Diankha, une dame dont sa vie est source d'inspiration pour toute femme car elle a su vivre dignement aux côtés de Mam El Hadji Abdoulaye Niass. Elle était serviable, très correcte dans son accoutrement, même étant jeune. Elle est la mère de Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass Baye, native du Djolof, mais est venue au Saloum très croyante et exemplaire sur plusieurs domaines, mais surtout sur son ménage. D'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à créer la fondation Mam Astou Diankha. Cette journée qui a été à l'origine de la création de la fondation Mam Astou Diankha, qui aujourd'hui a fait preuve de beaucoup de réalisations et compte aller plus loin. Nous avons construit une école et les élèves ont même commencé à y étudier. Et nous comptons très prochainement construire une mosquée, mais surtout développer l'entraide entre les femmes, surtout les plus démunies. Pour chaque année, un thème est développé pour l'assistance. Cette fois-ci, c'est El Hadji Abdoulaye Niass qui a été traité par les conférenciers. Nous avons choisi Mam El Hadji Abdoulaye Niass. C'est pour faire connaître aux disciples de Cheikh al-Islam et aux fidèles qui est réellement El Hadji Abdoulaye Niass. Et c'est quoi son histoire pour que plus jamais personne n'ignore, et ça va servir aux talibés de Baye Niass, mais surtout à ses petits-fils. Et je crois maintenant que l'histoire est claire pour tout le monde. Comme à chaque édition, le nombre de fidèles ne cesse d'augmenter. Des disciples qui viennent pour bénéficier de la présence des membres de la famille de Cheikh al-Islam Baye Niass et par là même se recueillir auprès de Kaolack. Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Mardi Gras est célébré ce 25 février. Mardi Gras, une fête qui annonce l'arrivée du carême chrétien. Abbé Jacques Seck revient sur le sens du Mardi Gras. Le voici joint au téléphone par Haranag. Rien de grave du tout, c'est pour dire que à partir de cette date, on va passer à des choses plus sérieuses, à savoir le temps de la conversion. Alors, on dit donc, puisque demain vous allez commencer des choses très sérieuses, essayez de bien manger aujourd'hui parce que à partir de ce soir, vous allez être dans l'obligation morale et de la foi, de vous abstenir de beaucoup de choses, de diminuer le riz, beau, tout, etc. Donc c'est une sorte de préparation à une rupture pour que nous essayions de rencontrer Dieu le mieux possible. Il y a la messe, les messes, soit le matin, soit le soir. Ensuite, si j'ai du temps, je dois dire mon chapelet pour essayer de prier davantage pour les malades, les voyageurs, les âmes purgatoires, etc. Le Mardi Gras veut dire, bon, je vais cesser à partir d'aujourd'hui de manger des choses grasses. C'est-à-dire donc, je peux y aller aujourd'hui, mais demain, 40 barres, après demain, 40 barres, jusqu'à la fin du carême. En fait de gras, c'est-à-dire que je peux manger de la viande, etc. Ça voudra dire donc au vendredi prochain, vendredi de carême, je vais me peu de tout cela. Il y a plus une phrase qu'une réalité. Oui, c'est-à-dire ça, c'est une tradition, peut-être, je ne sais pas, peut-être à limite, mais que l'Église a récupéré les gosses. Il faut des masques et tout ça. Toujours pour dire, on est dans la fête et après, les choses sérieuses vont venir. Mardi Gras, une fête qui rime avec déguisement. Au niveau des préscolaires, la tradition est respectée. Cette célébration annonce le début du carême. Si certains jugent la pratique païenne, d'autres estiment que c'est juste des festivités pour faire plaisir aux enfants. C'est un reportage. Mardi
Mardi Gras, un jour pas comme les autres pour les petits apprenants. Un tour dans quelques établissements fait découvrir l'univers des enfants. Les cours des écoles sont bigarrés, ce qui donne une idée sur cette journée spéciale. Mardi Gras, c'est une fête chrétienne qui marque le début du carême, mais c'est un moment de joie, c'est un moment de partage pour nous autres chefs d'établissement que nous organisons ici à l'école pour, comment dirais-je encore, passer du bon temps avec nos enfants. Ça permet aussi aux enfants de familiariser avec le corps enseignant. Ça permet aussi aux parents de venir voir comment vivent leurs enfants au niveau de leur établissement. Nous fêtons aujourd'hui Mardi Gras parce que Mardi Gras, ça marque le début du carême de nos compatriotes chrétiens qui sont de la religion chrétienne. Et nous leur souhaitons un bon carême, que le carême se passe dans la joie, dans la paix et dans la santé. Et les enfants s'y prononcent avec joie. Elle est bien, elle est hôtesse de l'air. Mon déguisement, c'est un déguisement de princesse, de pouvoir magique et qui a une baguette magique. C'est un déguisement de Barbie et j'ai installé le jeu Barbie. C'est pour ça que j'ai choisi cette tenue. Mardi Gras, cette journée qui précède le mercredi des cendres, fait partie des jours mémorables pour les mômes. Son aspect ludique en fait un jour bien particulier. L'enseignement coranique est relayé au second plan au profit de l'école française. Fort de ce constat, certains acteurs de l'éducation invitent les pouvoirs publics à rééquilibrer la donne dans la mesure où 95% des Sénégalais sont musulmans. C'est un dossier réalisé par Moussa Sen. L'enseignement coranique a toujours rayonné au Sénégal, et ce, bien avant les indépendances. Mais aujourd'hui, cet enseignement est marginalisé et ne bénéficie d'aucun privilège face à l'école française. Une chose que certains acteurs de l'éducation islamique déplorent avec véhémence. Mohamedou Bamandjaï est l'un d'eux. C'est une situation déplorable en effet, parce que c'est un héritage colonial. Nous savons que quand le colonisateur français est venu ici chez nous, en Afrique de manière générale, en Afrique de l'Ouest, mais surtout au Sénégal, ils ont trouvé l'école coranique bien implantée. Rappelons qu'il y avait déjà l'université de Pire, qu'ils ont incendiée en 1864, alors, et d'autres daras qui pullulaient un peu partout dans le pays. Ils ont tout pour étouffer ces daras. Ça a commencé d'abord en 1857 avec le décret de Faidherbe, le décret, dois-je dire, puisqu'il en a fait plusieurs et des arrêtés pour freiner l'expansion des daras et le rayonnement. En faveur maintenant de l'éclosion d'une école française qui avait des problèmes à être acceptée par les populations. Et nous savons que jusqu'après l'indépendance, certaines populations sénégalaises étaient encore réfractaires à l'école française. Selon le professeur Malik Ndiaye, ce favoritisme accordé à la langue française au détriment de l'enseignement coranique a une histoire. Le problème de fond, ce n'est pas tellement est-ce qu'on favorise l'école française. L'école française n'est pas favorisée. L'école française est dans une crise sans précédent. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie établie au Sénégal par Faidherbe, cette franc-maçonnerie-là, qui a tué Cheikh Omar Tall, qui a exilé Ahmadou Bamba, cette franc-maçonnerie-là, elle a des loges qui sont toujours présentes, ces loges au Sénégal. Et donc, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous avons affaire à une classe politique qui, de façon générale, est infiltrée, intégrée par cette franc-maçonnerie. Et cette classe politique, elle ne veut pas entendre parler de l'islam. Pourquoi? Mais parce que les premières républiques démocratiques, laïques, ici, au Sénégal, ont été fondées par qui? Par des musulmans
conscients. Pourtant, les écoles coraniques ont toujours préparé et bien formé leurs pensionnaires. Mais ces derniers sont sous-estimés et leur intégration dans le milieu professionnel est plus que difficile. On doit comprendre que le pays n'appartient pas seulement aux francophones, que ceux qui ont étudié l'anglais, l'arabe, le chinois ou une autre langue sont également des Sénégalais et qu'ils ont droit à des emplois comme les autres. Malheureusement, ce qu'on voit ici, même certains emplois qui auraient dû être réservés aux arabophones, puisqu'ils doivent bénéficier d'une discrimination même positive, sont malheureusement attribués à d'autres. Une marginalisation qui ne peut rester sans conséquence. Bamandiaï met le gouvernement en garde. Une injustice, elle peut durer pendant un certain temps, mais elle ne peut jamais être permanente. Donc cette situation, qu'on la règle maintenant ou pas, elle se réglera. Je crois que, en vérité, ce sont ces mêmes sortants des écoles coraniques et ceux qu'on appelle les arabophones qui dorment encore. La faute leur revient. Mais le jour où ils se réveilleront, c'est sûr que la situation va être réglée. Les acteurs invitent le gouvernement à prendre au sérieux cette question. Je pense que les autorités doivent elles-mêmes commencer à trouver des solutions qui sont du reste très simples à ce problème qui est un problème national. Ce qui se passe, c'est que le Sénégal doit réapproprier son patrimoine et notre patrimoine aujourd'hui. Il est symbolisé par la première école de la République. Je dis bien la première école de la République. Ce n'est pas l'école qui parle français, c'est justement l'école où on parle à la fois l'arabe, le pulaar, le manding, le diola, etc. Bref, notre République n'est pas la République maçonnique. Dans un pays à plus de 95% musulmans, les acteurs de l'enseignement coranique ont de plus en plus de mal à accepter les faveurs accordées à l'école française. Ils réclament un meilleur traitement et mettent en garde les autorités. Et nous en venons à l'actualité internationale. Elle porte la signature de Salma Ibrahima Fall. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak, contraint à démissionner après le soulèvement populaire de 2011, est mort ce mardi à l'âge de 93 ans à l'hôpital militaire de Gala, au Caire, a indiqué son beau-frère, le général Mounir Tabet, mis en cause pour sa responsabilité dans la mort de 850 personnes au cours du soulèvement en 2011. Moubarak avait été condamné en 2012 à la réclusion à perpétuité, puis acquitté 2 ans plus tard. Il avait succédé en 1981 à Anouar el-Sadat, assassiné par des affiliés aux frères musulmans avant de quitter le pouvoir. Moubarak fait couler le sang dans les rues de Caire et d'Alexandrie, mais après 18 jours de manifestation, l'ancien pilote militaire est caché par l'armée et contraint de démissionner le 11 février 2011 après 3 ans de pouvoir sans partage. Italie, de nouveaux cas du coronavirus qui touchaient jusqu'ici essentiellement le nord ont été détectés en Toscane, dans le centre et en Sicile, au sud du pays. Ces cas confirmés sont toutefois peu nombreux. Le dernier bilan officiel faisait état de 283 cas, dont 7 décès déjà annoncés, soit une hausse de 54 cas par rapport à lundi. La Lombardie reste le principal foyer dans le péninsule, avec 212 cas, dont 6 décès. Un cordon sanitaire a été mis en place autour de 11 communes du nord de l'Italie, comptant 52 000 habitants, placés en stricte quarantaine. Dans plusieurs régions et villes comme le Milan et Venise, toutes les écoles sont fermées, ainsi que les entreprises, les musées, les bibliothèques et cinémas. Seuls les services publics restent ouverts. La progression du coronavirus a aussi conduit le monde du sport à bouleverser son programme. Les matchs de la Ligue européenne et du championnat d'Italie se tiendront ainsi à huis clos. L'Arabie Saoudite a annoncé ce mardi la création de 3 nouveaux ministères dans le gouvernement. C'est le ministère du Tourisme, des Sports et de l'Investissement, selon les décrets royaux qui annoncent également un remaniement ministériel.
Et puis en sport, l'échec de la participation des boxeurs sénégalais au TQX est cuisant. Les 5 athlètes sénégalais ont tous prêté le flanc au tour préliminaire à ces compétitions qui se déroulent à Dakar. Une dernière chance offerte au Sénégal au tournoi de Paris pour tenter une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Céline Sirif Sid Al-Haïdara nous en dit plus. Il portait l'espoir de toute une nation. Hélas, il n'en serait rien. Khadija Timera, 51 kg et Karamba Kebe, 91 kg ont été éliminés respectivement par l'Ougandaise Catherine Nanzari et l'Égyptien Youssef Moussa Ali au tournoi qualificatif olympique qui se déroule à Dakar. La tanière composée de Papa Mamadou Ndiaye, Matar Sambou, Suleiman Si et les 2 cités ci-dessus ont tous été prématurément éliminés dès les préliminaires. Karamba Kebe, le dernier battu, se désole de cette situation. J'ai pas su le cadrer. Il avait, je lui ai laissé trop d'espace et c'est pour ça que j'ai perdu. Parce que j'ai pas su l'attraper. Je suis déçu, comme vous pouvez le voir. Je voulais sauver l'honneur pour le Sénégal, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Il avait un bon jeu défensif. Il a lu ma boxe et voilà, parce que en temps normal, c'est moi qui boxe en mode défensif. Mais là, cette fois-ci, j'ai attaqué. Ça n'a pas marché. Ça marchera pour une prochaine fois. Non, j'étais bien préparé. J'étais détendu. Il a gagné le combat, c'est tout. Les athlètes sénégalais n'ont pu prendre la température des hypercutes sur le ring pour franchir le cap des préliminaires. Pour ce faire, le Sénégal doit tout faire pour se rattraper au tournoi de Paris. Non, c'est pas fini encore. Il y a le tournoi de rattrapage à Paris au mois de mai. Et là, il y aura des Sénégalais. Voilà, il faut juste travailler maintenant, c'est tout. Non, on n'a pas boxé de la même manière. Je pense que je suis bien donné, j'aurais pu faire plus. Je n'ai pas à juger la boxe des autres. De cette compétition, le Sénégal n'aura que les 2 rings hérités du comité international olympique. Misère d'une discipline qui a valu au Sénégal quelques lettres de noblesse, à l'instar de Batlen Siki, champion du monde 1922, Hassan Diouf, plusieurs fois champion de France, moins et mi-lourd, ou encore Mohamed Ali Ndiaye, champion du monde junior. Même si ces belles passes de l'histoire de la boxe sénégalaise remontent à une époque déjà lointaine. Nous en venons au dernier tour de ce 20h. C'est la revue de la presse en ligne. Elle porte la signature de Safiatou Sissé. Bonsoir. Retenez bien, ils sont 300 passagers sénégalais d'Air Sénégal à être bloqués depuis hier lundi à Barcelone. En Espagne, ce blocage est lié à un problème de technicien qui devrait certifier le vol, rapporte au Sénéweb qui cite iRadio. Apolline Gomis, un des passagers du vol, explique c'est le vol Air Sénégal HC 405 qui a quitté Marseille en direction de Dakar le 24 février. On n'a pas eu vraiment d'explication, mais on a été débarqué à Barcelone où nous sommes aujourd'hui le 25 février 2020. Là, nous souhaitons qu'Air Sénégal SA, qui ne nous répond pas ou qui raccroche lors de nos appels, puisse faire quelque chose pour qu'on sache et qu'on puisse avoir une solution pour partir, a-t-elle fustigé. Enchaînons avec Netali.com qui révèle que la première phase de la centrale éolienne de Taïbanjaï d'une capacité de 158,7 MW est mise en service. Grâce à cette prouesse, le Sénégal va orienter à la hausse sa capacité de production d'électricité de 15%. La dynamique permettra à terme de doter le réseau national qui subit ainsi les mutations positives de la transition de 30% d'énergie renouvelable. Après avoir longtemps refusé tout contact avec les djihadistes, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta entrouvre pour la première fois des pourparlers. Jusqu'où et à quel prix se demande Jeune Afrique. Sur un autre sujet, El Watan nous amène directement en Algérie et nous apprend que les procès des détenus politiques qui se tiennent dans différents tribunaux du pays, notamment ceux d'Alger, où sont passées les personnalités les plus en vue et un prix fait et cause pour le Irak, sont devenus des tribunes pour ces militants et activistes